vers l'âge de 13 ans, j'ai eu des idées suicidaires parce que ça allait à un tel grade que on me disait le vendredi, Bouvier, si tu peux te suicider ce week-end, ça nous ferait plaisir pour lundi matin, on serait tranquille. Moi, mes émissions, c'est pas des règlements de compte. Je fais pas du Hanouna. Donc, un tel qui me dit, ouais, un tel, machin, tout ça. Moi, les querelles internes, mais déjà, ça m'emmerde. À vrai dire, j'en ai plus rien à faire. De toute façon, Macron n'est pas mon président. Jamais. Et bienvenue sur Kate TV pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Bouvier. Bonjour Nicolas. Bonjour Kate. Alors, je vais vous présenter rapidement. Vous vous présentez comme journaliste indépendant, créateur de contenu avec une chaîne YouTube qui compte plus de 50 000 abonnés. Vous êtes aussi un auteur engagé contre le harcèlement scolaire. Et aujourd'hui, ça va être un peu l'occasion de vous connaître un peu plus. Voilà, habituellement, vous interrogez les personnalités, là vous vous retrouvez de l'autre côté. C'est moi qui vais avoir cette tâche de vous interroger. Alors, je l'ai dit dans votre présentation. D'abord, je suis très contente, je suis très heureuse de vous recevoir. C'est la première fois, voilà. Merci, merci à vous pour l'invitation déjà, puisque je suis un petit peu vos travaux et j'ai eu l'occasion de découvrir votre nouvelle chaîne YouTube. Donc, ça m'a permis aussi de m'abonner et puis de la soutenir. Et puis, j'en profite aussi pour saluer le Média en 442, puisque je connais les partenariats des uns avec des autres et je voulais saluer le travail remarquable que vous faisiez collectivement. Merci, et qu'on fait toujours, parce qu'on peut me retrouver encore une fois sur le Média en 442, voilà. On me retrouve doublement maintenant. Alors, j'ai dit dans votre présentation, au départ, vous êtes toujours pleinement engagé dans la lutte contre le harcèlement scolaire. C'est quelque chose qui vous a touché durant votre scolarité. Est-ce qu'on peut dire que c'est toujours un véritable sujet sociétal avec une envergure assez importante et capitale aujourd'hui en France? Je peux donner peut-être juste un chiffre qui est sorti récemment en 2024. Le chiffre officiel nous parle de plus de 611 000 élèves qui ont été victimes de harcèlement scolaire en France. Et cela concerne en fait les écoles élémentaires, le collège, le lycée, sachant que les collégiens seraient plus touchés par ce phénomène d'harcèlement scolaire. Alors, c'est une question en fait à la fois très générale, très compliquée et très individuelle. C'est-à-dire que quand moi-même je l'ai connu, alors ça remonte à 20 ans maintenant, c'était exactement entre 2001 et 2005. Et le contexte est très important à rappeler parce que pour ma part, j'étais au collège privé, collège catholique. C'est pour ça que quand je vois les scandales sur Betaram, sur d'autres plans, ça me parle aussi, mais sur le plan des violences scolaires, parce que ça a été souvent très étouffé, ou en tout cas souvent mis sous le tapis, mis sous le boisseau quand à l'époque on essayait de faire comprendre ce qui se passait, et il y avait un déni, un tabou énorme. Ensuite, sur les chiffres, moi j'ai toujours été très nuancé sur les chiffres, parce que c'est comme dans une manifestation, il y a le chiffre de la police, le chiffre des syndicats, le chiffre des médias. Là c'est pareil, on a des chiffres qui sortent d'on ne sait où, et c'est pas parce que Monsieur Attal, quand il fut à l'hôtel de la Rochefoucauld pour le ministère de l'Éducation nationale, a lancé un questionnaire, ce que je faisais dans mes interventions moi-même. C'est pas en faisant 3 questionnaires qu'on arrive à faire une statistique générale. Ce que l'on sait, c'est que officiellement, mais ces chiffres sont encore une fois datés, donc il faudra refaire, j'allais dire, un audit général, mais les dernières fois, c'était il y a au moins 5 ans, on a à peu près 20% de jeunes qui souffrent de la loi du silence. Sachant que, pour prendre un contexte général, on a environ 12 millions d'élèves qui vont à l'école. Sur ces 12 millions d'élèves, on a au bas mot au moins 1 à 2 millions d'élèves victimes de harcèlement, c'est-à-dire des victimes qui sont référencées. Alors le chiffre de 600 000 est pas très loin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est un phénomène que moi, je n'ai pas connu. C'était vraiment les tout débuts avec MSN, Messenger, etc. La chance que j'avais à l'époque, c'était de ne pas avoir Internet. Donc, j'étais préservé par rapport au cyberharcèlement. Ou alors, à mes dépens, j'étais cyberharcelé, mais sans le savoir. Je le voyais que sur le terrain, à l'école, où des gamins que je connaissais pas me pointaient du doigt sans que je comprenne pourquoi. C'est que bien des années plus tard, je me suis dit peut-être que. Ensuite, il y a aussi donc cette fameuse loi du silence qui est à peu près de l'ordre de 20% des victimes. Et c'est là que ça devient compliqué à analyser, parce que il y a les victimes officialisées, donc qui
ont parlé, qui ont dénoncé cela ou qui ont été vus en train d'être victimes. Donc il y a plusieurs cas de figure. Et puis il y a ceux qui ne parlent pas. Alors déjà, il faudrait savoir comment on peut avoir 20% de loi du silence quand on sait que ce sont des jeunes qui ne parlent pas. Comment on a su qu'ils l'étaient? Donc c'est là que ça devient très compliqué. Mais grosso modo, le harcèlement à l'école, c'est un peu comme le même phénomène que le harcèlement au travail. Pour avoir vécu aussi le harcèlement au travail il y a quelques années, malheureusement, les deux sont intimement liés et souvent, la moitié des victimes, au moins à l'école, sont susceptibles de le vivre dans l'environnement professionnel. Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième chose, c'est que j'ai découvert qu'on avait à peu près un salarié sur deux, un Français sur deux qui avait pu vivre au travail le harcèlement. Donc, c'est quand même énorme. Sans compter que avec la période Covid, eh bien, tous ces chiffres ont volé en éclats. C'est-à-dire que déjà, les catastrophes que nous avions avant 2020 étaient déjà visibles, mais c'était la partie émergée de l'iceberg. Avec le Covid, on a fait sauter tous les garde-fous et donc les violences ont explosé dans tous les milieux, dans tous les réseaux, sur tous les aspects. Le harcèlement à l'école a explosé même quand on n'était pas dans l'enceinte de l'établissement scolaire parce que les réseaux sociaux ont pris le relais. Et ça, c'est la problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train d'analyser, en fait, on est en train de faire le bilan un petit peu de ce qui s'est passé ces 5 dernières années. Donc ça va être très long parce qu'en réalité, on a créé toute une nouvelle génération de jeunes qui sont déjà traumatisés par les mesures gouvernementales durant le Covid, le harcèlement d'État, les masques, le fait que dans les écoles, on ait des gamins qui étaient exclus pour le mauvais port du masque, sans compter les petits caporaux en chef désignés par tel ou tel professeur pour martyriser ses camarades. On est en train seulement de faire le bilan de tout ça, et quand on le dénonçait durant le Covid, on était traité d'antivax, de complotiste et tout ce qui va avec. Donc moi, en tant qu'ancienne victime de harcèlement scolaire, et je fais une digression mais qui reste dans le sujet, c'est que la période du Covid où j'ai été moi-même suspendu avec le pass vaccinal, j'ai revécu le collège mais puissance 10 000. C'est-à-dire que pour tous ceux qui ont déjà connu des fléaux à l'école et même dans leur environnement professionnel, eh bien, ont été touchés encore plus dans leur chair par l'État lui-même. Et même même plus que par l'État, par les mondialistes eux-mêmes, en réalité. C'est-à-dire que ça a été une attaque ciblée, une division maximale, et moi qui ai écrit un bouquin qui s'appelait Diviser pour mieux régner sur le harcèlement au travail, là j'ai vu à quel point le gouvernement pouvait entrer dans les vies privées jusqu'à imposer le nombre de personnes à table, jusqu'à imposer le port du masque limite jusqu'à dans son lit et même presque sous la douche. Et j'ai vu ce que c'était que le communisme 2.0 en quelque sorte. Et c'est là que ça commence à être dangereux parce que aujourd'hui, on a des gens au pouvoir, dont un qui est actuellement à l'Assemblée nationale, mais qui fut à la fois à l'Éducation nationale et à Matignon, nous dire qu'il faut protéger les jeunes. On a tout un discours aujourd'hui sur les jeunes qu'il faut préserver avec la santé mentale, etc. Et ces mêmes personnes-là, il y a quelques années encore, étaient là pour nous dire que si on touchait à papy et mamie, on allait les tuer, que si on faisait ci ou ça, on était un criminel. Donc ça veut dire que moi, j'ai été plus criminel que Salah Abdeslam, par exemple. Si je les écoute, c'est un peu ça. Et donc forcément, quand je parle du harcèlement scolaire, c'est pas seulement dans l'émotionnel de ce que j'ai pu vivre, parce que j'ai tourné la page et heureusement, mais je pense à toute la nouvelle génération qui vivra peut-être pire que ce que j'ai vécu, parce que les réseaux sociaux ont multiplié les problèmes de violence. Et en plus de cela, eh bien, aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'on en parle plus, mais que les racines du mal sont tellement profondes qu'il va falloir beaucoup de prise de conscience et de rééducation collective pour se sortir de cela. Alors, sauf que Nicolas, je vais peut-être faire une autre parenthèse, c'est que peut-être que on ne peut pas amalgamer non plus le harcèlement scolaire avec toute la répression et notamment la dictature. Parce qu'on a vécu une véritable dictature pendant la période Covid, et le harcèlement scolaire et le harcèlement au travail, vous avez raison de le souligner, mais ce sont deux choses bien distinctes. Et le harcèlement scolaire, vous l'avez vécu, c'est quelque chose de particulier. Vous avez parlé aussi de la loi du silence. Depuis 2022, le gouvernement, alors il y a une loi le 2 mars 2022, le harcèlement scolaire est devenu un délit. Voilà. Oui. Donc c'est peut-être un premier pas. Je ne dis pas que c'est gagné. Mais en fait, si vous voulez, Kate,
ce qui est assez difficile à avaler aujourd'hui, parce que pareil, on a une loi là qui est en train d'être mise en place pour interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. On a déjà des textes qui existent depuis longtemps, mais j'ai du mal, moi, à avoir ce genre de... En fait, si vous voulez, pour être plus simple encore, ce ne seraient pas ceux qui nous gouvernent aujourd'hui qui mettraient en place ces textes. On pourrait encore y réfléchir, en parler sérieusement. Le problème, c'est que la violence d'État est montée à un tel niveau qu'aujourd'hui, il y a même un rejet par nature de tout ce qui est proposé, même de ce qui serait positif. Ça peut paraître surprenant, parce qu'on pourrait nous dire, oui, mais ils font quand même quelque chose bien, mais le problème, c'est que pour 2 choses bien, ils en font 15 de mauvaises. C'est comme les taxes. On enlève 2 taxes, on en rajoute 20 derrière. Donc ça gâche, en fait. Et on a des gens qui nous gouvernent aujourd'hui, qui sont de véritables psychopathes, qui ne sont pas là pour le bien du peuple, et qui font des lois qui... Alors, passer leur temps à interdire des trucs, c'est leur grand dada. Alors, je sais pas comment en mai 68 ils auraient fonctionné, parce que le slogan c'était interdit d'interdire, mais là, on est dans une société où on passe plus de temps à interdire qu'à autoriser. Et donc, au lieu de faire de la prévention, de l'éducation populaire, le sens des mots déjà est perdu. Aujourd'hui, la plupart des gens, vous leur demandez ce que c'est qu'un antivax, ils savent pas ce que c'est. Le harcèlement, il faut le définir déjà, parce que c'est une notion qui est très générale. Le harcèlement, c'est la répétition d'une violence. Une violence qui peut être morale, physique, psychologique, sexuelle également, et qui a pour but de nuire à la personne, que ce soit sur le plan personnel et ou professionnel. L'exemple que j'ai, donc, c'est le mien. J'allais à l'école, j'étais en surpoids, on m'appelait Boubou, le boulet, c'était matin, midi et soir. Je rentrais chez moi, j'avais pas internet, j'avais la télévision, j'avais les activités, les loisirs, la famille, mais le lendemain, je revenais à l'école, au bout d'un moment, j'avais plus envie, parce que moi qui aimais apprendre, me faire insulter matin, midi et soir, me traiter de tous les noms, me faire cracher au visage, dès la 6e, ça m'est arrivé, ou encore en cours de sport, parce que le milieu du sport, on parle souvent de la drogue, du dopage, ou des affaires gravissimes de viol, etc. Mais le bizutage, le harcèlement dans le sport, c'est très fréquent en réalité. C'est presque banalisé. Et moi, je l'ai vécu dans les 2 aspects, à l'école, mais aussi en cours de sport à l'école, et puis dans les clubs sportifs. C'est-à-dire que, par exemple, j'étais fan de foot, l'époque de 98, la Coupe du Monde, et 3-4 ans après, je veux faire du foot. En 9 mois, on m'écœure du foot. Tentative de raquette, d'agression, etc. Et déjà à l'époque, je voyais le manque de discipline, c'est-à-dire qu'on se laissait envahir par le phénomène du groupe, le phénomène du nombre. Et les entraîneurs, souvent, n'avaient pas la moelle, n'avaient pas l'autorité nécessaire. Eux, ils étaient là pour se faire plaisir, mais ils comprenaient pas qu'en face, il y avait des gens qui étaient là pour se battre. C'était pas le même paradigme. Et donc, ce que j'ai vu, c'est que au sein de mon établissement scolaire, c'était des bonnes sœurs. Donc, c'est là où j'ai fait ma profession de foi, ma communion, etc. Et c'était essentiellement des femmes qui géraient l'établissement. C'est pas un procès d'intention que je fais, mais quand vous êtes confronté en 4e à des gars qui ont 17 ans, qui font 1m87, qui sont les seuls à dunker au collège. Moi, je faisais 1m68, 70, j'étais bouboule, très mal dans ma peau, j'étais pas du tout populaire, j'étais le petit gros. Et puis au cours de sport, plus personne ne voulait me prendre dans son équipe. J'étais le dernier boulet à être pris. Et vous êtes confronté à des gens comme ça qui n'ont rien à faire à l'école. Et on leur dit mais qu'est-ce que vous faites là? Et c'était des rebuts en fait qui étaient soit exclus des autres écoles. Donc il y avait un mélange des genres qui était pas possible. Et moi je me suis rendu compte que pour étudier à l'école, fallait que je me batte 2 fois plus que les autres, presque physiquement, mais aussi intellectuellement. Donc ma manière de répondre à ces agressions, c'était de travailler. Et c'était de réussir là où les autres échouaient, et donc de leur faire comprendre qu'ils m'auraient d'un côté, mais pas de l'autre. Et c'est vrai qu'à l'époque, vers l'âge de 13 ans, j'ai eu des idées suicidaires parce que ça allait à un tel grade que on me disait le vendredi, Bouvier, si tu peux te suicider ce week-end, ça nous ferait plaisir pour lundi matin, on serait tranquille. C'est pour ça quand je vois tout ce que l'on parle là sur le harcèlement scolaire, tout ce qu'on est en train de vivre dans la société en ce moment, ça me rappelle certains passages du collège, et pourtant c'était il y a plus de 20 ans, c'est la loi sur l'euthanasie, tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Il y a une forme de promotion de la mort en ce moment qui rappelle que déjà à l'école, les jeunes entre eux peuvent être d'une cruauté qu'on n'imagine pas, tant qu'on ne le vit pas sur le terrain. Et c'est vrai que ce qui est assez incroyable, c'est que à l'époque, il y avait un tel tabou, on n'en parlait pas, on n'avait pas de spot de prévention, on n'avait rien.
en 2001. En plus, c'était le 11 septembre à l'époque, donc on avait plan Vigipirate. On n'était pas du tout sur cet aspect-là. Moi, ça a duré jusqu'à février 2005. Et un jour, j'en ai parlé à mes parents après avoir m'être tu pendant 3 ans et demi. Mon père était policier, donc j'avais aussi peur des conséquences parce que je connaissais mon père. Si j'en avais parlé, il aurait déboulé à l'école et ça aurait pu être pire que mieux. Et finalement, quand j'en ai parlé un jour où j'ai été menacé de mort, eh ben mon père est intervenu le soir et il a chopé les 2 gars qui m'agressaient à la sortie de l'école et il les a ramenés devant tout le monde. Et là, du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Personne n'osait m'approcher parce qu'ils avaient tous peur que mon père se ramène à nouveau. Et voilà, et donc Parce que Nicolas, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est de la violence faite par des enfants à d'autres enfants, oui, et souvent qu'il y a aussi cet effet de groupe oui. qui renforce en fait la violence faite à un enfant en particulier, parce que cet enfant il est pris pour cible finalement, comme vous l'avez été, et que des fois il n'y a pas une véritable... Là, j'excuse pas, attention, je n'excuse personne, hein, je n'excuse personne. Mais des fois, ces enfants-là n'ont pas forcément conscience de leurs actes. Ils ne se doutent en aucun cas que peut-être c'est souvent ce qu'on m'a dit, sauf que je considère qu'à 17 ans, on est quand même un peu conscient de ce qu'on fait. Après, il y a aussi le statut du harceleur, pour l'avoir traité en conférence, c'est qu'il y a une souffrance aussi du harceleur. C'est-à-dire que bien sûr. Moi, j'ai pu avoir des harceleurs dans mes interventions sur le harcèlement en conférence et souvent je vois que les harceleurs, par exemple, ils ont des divorces difficiles. Parfois, ils sont maltraités chez eux, donc ils reproduisent à l'école. Et je pense que, par exemple, la mise en place de pièces de théâtre, de jeux de rôle, ça peut faire partie de la prévention. Pour moi, je pense que ce qui manque majoritairement à l'école, c'est l'accompagnement psychologique. On est dans l'année de la santé mentale. Alors, il n'y a plus de budget, vous le savez, Nicolas. Oui, si, il y en a pour l'Ukraine. Il y a du budget pour l'Ukraine, il y en a pour la terre entière. Plus pour les écoles, plus pour les écoles. C'est vrai qu'il y en a pour nos enfants, pour le corps hospitalier, pour tout ce qui est important en France. Pour les écoles, c'est fini. On est en train de créer une génération qui passe plus de temps sur Internet, quasiment, que dans la vraie vie. C'est quelque chose qu'on ne mesure pas. Moi, c'était le contraire. J'ai bientôt 35 ans. Je suis pas un dinosaure, mais quand je vois la génération actuelle, j'ai l'impression d'avoir 60 ans de plus qu'eux. C'est-à-dire que moi, on m'a appris les relations humaines, on m'a appris la vie sans Internet. Ça a existé, ça n'existe plus aujourd'hui, à tort et à raison, mais aujourd'hui, c'est le rôle des parents aussi d'assurer l'éducation de leurs enfants. Il faut rappeler que Victor Hugo, il y a 2 siècles, disait « L'instruction, c'est l'État qui la doit, l'éducation, ce sont les parents ». Et donc, pour moi, la première chose qui peut paraître anecdotique, c'est le sens des mots. L'éducation nationale, ça laisse à penser que c'est l'État qui gère l'éducation des enfants à la place des parents. Et déjà, c'est une erreur. C'est l'instruction publique qui doit revenir sur le devant de la scène. Et dès que possible, dès que tout ce système sera tombé, il faudra un ministre ou une ministre de l'éducation de l'instruction publique qui remette l'église au milieu du village et qui dise maintenant, à l'école, on doit être dans un environnement sain, c'est-à-dire quelle que soit notre couleur de peau, nos origines, etc., l'idéologie n'a pas à entrer dans les cours d'école. D'accord? Donc, on ne doit pas se préoccuper des conflits géopolitiques à l'étranger au sein de l'école. L'école, c'est un sanctuaire du savoir. C'est pas l'Assemblée nationale version scolaire. Et le problème, c'est que l'école est devenue ultra politisée parce que les enseignants et les syndicats ont infiltré tout le corps enseignant. Et on sait de quel bord ils sont. Et c'est pas un jugement de valeur, ça fait pas de moi quelqu'un d'extrême droite, je le précise. Mais moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu de près. Et là, je vous parle d'une anecdote qui s'est produite en terminale. Mon ancien prof d'histoire, que je vois encore de temps en temps, qui était candidat dans ma ville il y a quelques années, a refusé de lire la lettre à Guy Môquet, c'était en 2007, parce que c'était Nicolas Sarkozy qui le demandait. Et donc, parce que c'était un prof de gauche, et que le président était quelqu'un de droite qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et parce que ça lui était imposé, il a dit « je ne le ferai pas ». Qu'est-ce que c'est sur le plan déontologique, ça? C'est comment dire, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit un prof il fait du militantisme, soit il fait de l'enseignement, mais il peut pas faire les deux. Faut choisir. Et moi j'ai souvent ce problème de conflit d'intérêts dans les écoles où les syndicats qui n'ont pas une portée aussi importante qu'on le laisse croire
ont infiltré tous les réseaux d'enseignement, et j'y étais confronté moi-même au syndicat parce que j'ai été menacé par eux quand je faisais la promotion de ce bouquin en 2013. J'avais fait un reportage pour France 3 Périgord, et à l'époque, on m'a dit que j'étais quelqu'un de dangereux parce que je voulais me faire du fric sur le dos des victimes. Voilà ce que me disait la FCPE nationale à tendance communiste. Donc, si vous voulez, j'ai un peu l'habitude de ces gens-là, mais simplement, moi, je rappelle que l'école, c'est fait pour lire, écrire, compter, pour l'instruction. Après, voilà. Et le problème, c'est que le harcèlement, il n'est pas qu'entre élèves, malheureusement, parce qu'il est aussi entre professeurs et élèves. Le nombre d'enseignants qui sont harcelés par déjà dans leur hiérarchie, donc le harcèlement au travail. Combien de profs démissionnent chaque année? Combien de profs abandonnent? Aujourd'hui, on n'arrive plus à recruter d'enseignants, plus personne ne veut être prof. Moi, je rêvais d'être prof à une époque, quand j'étais plus jeune, et quand j'ai vu qu'on pouvait finir comme Samuel Paty en tant que professeur d'histoire géo, qu'on pouvait se faire poignarder comme l'a été Mélanie la semaine dernière, qui avait sensiblement mon âge d'ailleurs. J'ai une amie qui est à ESH, elle m'a dit j'en ai pleuré quand j'ai appris ça. C'est-à-dire qu'un gamin de 14 ans aujourd'hui, eh bien, peut donner 7 coups de couteau à une mère de famille de 31 ans, et puis quoi? Il va finir comment, ce gamin-là, de 14 ans? Il va finir comment? On va le mettre en prison, et comment ça va se passer? Donc c'est tout un problème, parce que là, on fait du cas par cas. Mais en fait, comme l'école est à l'image de la société, on n'est pas sorti de la panade. Donc c'est vrai que moi, le combat que je mène depuis 2011, en fait, il a été gradué au fur et à mesure. Ça a commencé par mon premier roman Sentiments partagés. Ça a été un reportage sur le harcèlement scolaire que YouTube m'a gentiment supprimé il y a quelques jours, pour des raisons que je ne comprends toujours pas, pour des questions de droit d'auteur. Donc Pierre Jovanovic a eu sa vidéo supprimée d'il y a 10 ans. Moi, c'était de 7 ans. Donc mon reportage sur le harcèlement, à part sur Crown Bunker et Odyssée, on peut plus le voir sur ma chaîne YouTube. Et ensuite, ça a été une pétition, ça a été des conférences, des interventions. Et quand j'ai vu le Covid, je me suis dit là, ça dépasse tout. J'allais dire là, ça me dépasse même. C'est-à-dire que j'avais des demandes d'intervention sur le harcèlement scolaire durant le Covid, et j'ai refusé. J'ai boycotté. Et j'ai expliqué pourquoi. J'ai dit, je ne peux pas aller dans une école où les enfants sont masqués, où je pourrais pas voir leur visage, où je pourrais pas les prendre dans mes bras s'il y en a un qui fond en larmes. Je ne peux pas. Et je ne pourrais pas leur parler avec un masque, etc. Et donc, quand j'ai accepté à nouveau de revenir après le Covid, j'ai eu des jeunes femmes qui me sont tombées dans les bras pour avoir dévoilé leurs souffrances qui parfois dataient de 8 à 10 ans. Parce que j'ai eu des jeunes femmes de 18-20 ans qui vivaient ça depuis l'âge de 7-8 ans. Donc il faut imaginer ce qu'elles accumulent comme souffrance pendant 10 ans. Ça se voit physiquement et ça se sent mentalement. Et donc j'aurais dit voilà, je les prends dans mes bras, je les console, et je leur dis allez, aux autres, sortez, laissez-moi seul avec elles et on va discuter, on va causer. Et ça, c'était dans une école des métiers à Dijon. C'était en 2021, je crois. Et quand non, c'était en 2023, pardon. Et quand je suis allé voir le corps enseignant, parce que c'était une prof qui harcelait justement cette élève en disant qu'elle était nulle, qu'elle ferait jamais rien de sa vie, etc. C'est violent quand même, hein. Et la CPE m'a dit ah mais vous êtes sûr, etc. parce que c'est une bonne prof et compagnie. Quand il y a une bonne réputation, on n'imagine pas. Toujours pareil. C'est un peu désolé du rapprochement, c'est pas la même chose, mais c'est un peu comme Pierre-Alain Cotigno, le militant de France Insoumise, qui fait partie d'une association refuge LGBT, etc., puis qui viole, qui torture, etc., une handicapée de 4 ans. Une femme handicapée, une jeune fille handicapée de 4 ans. C'est pas parce que il y a l'apparence qui laisse à penser que c'est le genre idéal. Voilà. Faut toujours. Les apparences sont souvent trompeuses. Voilà. C'est tout. Et donc, ce que je vois, moi, dans les écoles depuis que j'interviens, même si je fais beaucoup moins maintenant, c'est que les parents ne jouent plus suffisamment leur rôle. Je suis pas là. Ils sont démissionnaires, les parents. Ils sont démissionnaires. Et puis, je pense qu'avec le Covid, ils ont laissé l'État prendre leur place. Et ça, c'est dangereux parce qu'encore une fois, c'est pas l'État qui féconde des enfants. Aujourd'hui, on est dans un stade, et le débat sur l'euthanasie est toujours d'actualité, même si on n'en parle plus. Moi, si à 13 ans, il y a 20 ans, on m'avait dit, bah écoute, si tu te sens mal dans ta peau, en 48 heures, tu peux mettre fin à tes jours sans que tes parents interviennent. Sinon, ils risquent 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
je sais pas comment j'aurais réagi. Mais faut imaginer la gravité de ce qui arrive aujourd'hui. C'est-à-dire que tant qu'on n'y est pas confronté, on voit toujours le bon côté des choses. Et ce qui est assez préoccupant, c'est que la perversion de langage part de la nature suivante. Ça part toujours d'un bon sentiment. C'est toujours pour votre bien, pour votre sécurité. Et au final, quand le mal est fait, on peut plus faire marche arrière parce qu'un gamin de 15 ans qui se suicide parce qu'il est anorexique, moi j'ai vu un exemple comme ça sur Twitter, le gamin est anorexique, bah, il va peut-être mettre fin à ses jours parce qu'il a trop de souffrance. On guérit de l'anorexie. C'est pas une fatalité, c'est comme le harcèlement, on n'est pas victime jusqu'à sa mort. On peut s'en sortir. Il y a plusieurs facteurs pour s'en sortir. Déjà, faut le vouloir. On peut pas le faire à la place de quelqu'un. Ensuite, faut demander de l'aide. Il y a des associations, il y a des numéros verts, tout ce qu'il n'y avait pas à mon époque. Si vous avez une famille, parlez à votre famille. Le harcèlement aujourd'hui, on peut le régler, je dirais pas beaucoup plus facilement, mais on peut le régler de manière beaucoup plus efficace quand on parle aux bonnes personnes. Et c'est possible de les trouver. Il suffit du bouche à oreille, etc. Moi, il m'est arrivé de faire des émissions sur ma chaîne là-dessus, mais à chaque fois que je reçois quelqu'un, je fais en sorte, si c'est un témoignage ou si c'est un truc d'utilité publique, de demander l'adresse mail au moins. Comme ça, la personne, elle peut être contactée. Il y a aussi avec, vous l'avez dit, il y a des numéros qui ont été mis en place. Il y a le programme phare, par exemple, qui est mis en place. Mais il y a aussi, avant, peut-être que le harcèlement scolaire, c'était un peu plus tabou. Aujourd'hui, on en parle un peu plus librement. En tout cas, même les professeurs, ils en parlent avec leurs élèves. Oui, Il y a des absolument. au sein de l'établissement, il y a des choses qui sont quand même mises en place pour tout simplement libérer la parole. Tant mieux, parce qu'il faut quand même comprendre que la première fois qu'on a parlé du harcèlement scolaire, et moi j'y ai été confronté au premier chef, puisque fin 2011, je sors mon premier bouquin Sentiments partagés. Un mois après, le suicide de la jeune Pauline Fourment, qui avait à l'époque 12 ans, qui s'était suicidée avec le fusil de chasse de son père dans la nuit du 2 au 3 janvier 2012. Hommage national, Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale, propose de faire 3 spots de prévention sur le harcèlement que j'ai encore diffusé il y a 2 ans dans une école. Et à partir de là, je me suis dit, enfin, ça commence à bouger. Il y a peut-être un espoir. Et c'est là que pour moi, ça s'est accéléré puisque j'ai eu Sud-Ouest qui m'a contacté pour faire un article. J'ai lancé une pétition à ce moment-là, qui n'a pas eu le succès escompté, mais que j'ai fait signer à des maires, à des députés, à des citoyens, etc. Et puis, il y a eu le fameux reportage, YouTube m'a supprimé, mais c'est là où ça a commencé. Et puis, il y a eu la campagne présidentielle de 2012. Et là, forcément, en 3 semaines, ça s'est arrêté. Cette prévention. Mais il y a des choses, moi, que j'ai proposées à d'anciens ministres comme Blanquer à l'époque. Je vais proposer des choses, mais qui sont pas coûteux sur le plan financier, parce que faire des spots de prévention, je suis pas sûr que ça coûte 3 millions d'euros, honnêtement. On fait des prix sur le harcèlement. Alors moi, j'ai du mal avec ces trucs-là. Alors peut-être que je suis vieux jeu, je suis vieille frange, j'en sais rien. Pour moi, faire des prix, des médailles, c'est pas ça qui fait avancer la cause. Pour moi, c'est du gadget, d'accord. C'est-à-dire que on n'est pas au César, quoi. C'est pas celui qui va faire le mieux la victime. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un côté très, je dirais pas morbide, mais moi ça me pose problème parce que moi ce que je veux, c'est d'abord aller à la racine du mal et régler le conflit. C'est-à-dire que on a le parallèle qu'on peut faire, c'est avec le Covid quand on a applaudi les soignants à 20h. Finalement, les soignants, ils voulaient pas être applaudis. Ils voulaient avoir des moyens matériels, ils voulaient pas être suspendus. Ils voulaient avoir suffisamment de boulot pour pouvoir, de personnel pour pouvoir guérir les gens. Parce que le but d'un soignant, c'est pas d'être applaudi à 20h, c'est de guérir. Et le but du harcèlement scolaire, c'est pas que ça dure. Parce qu'on me dit, ça a toujours existé. Je lui dis oui, mais les violences aussi ont toujours existé. On a toujours tué, on a toujours fait ceci. Mais est-ce que pour autant, ça doit continuer? Et là, on me dit, on peut rien faire. Si, on peut faire quelque chose. Vous allez dans un cinéma. Avant le film, vous avez 1/4 d'heure de pub. Le film, il met 3 heures à démarrer. Quand vous mangez des pop-corn devant des bandes annonces, c'est très bien. Mais si on met un spot de prévention sur le cyberharcèlement, devant une salle de 400 personnes lors d'une soirée spéciale, ça peut, fiston, ma fille, etc. T'as vu le clip là, ça va, tout va bien à l'école? Ça peut générer le débat. Avant le journal de 20h, on a des publicités. Bon, j'ai plus la télé, mais je suppose. Voilà, faut pas encourager les gens à regarder la télé. C'est ce que j'allais dire. Non, mais voilà, mais sur Internet, quand on a des sponsoring, des pubs, etc., on peut faire des spots de prévention
il y a la journée internationale, il y a la journée nationale contre le harcèlement scolaire qui est tous les mois de novembre. La plupart des écoles ne jouent pas le jeu, par exemple. Donc, il y a des choses déjà en matière de prévention qui sont très basiques à faire, mais qui nécessitent une volonté. Ça, c'est une question de courage. Et c'est quelque chose que les enseignants et que le corps académique doit faire. Mais le problème, c'est que en général, toute l'année, personne n'en a rien à faire, et que c'est une journée dans l'année où on joue le jeu, et que c'est souvent hypocrite. Parce que on a des affaires comme le rectorat de Versailles avec le jeune Nicolas qui s'est suicidé à Poissy, c'était en septembre 2024. Et puis on s'aperçoit que la rectrice d'académie, c'est une amie à Macron, qui a été placée là en copinage, et puis ensuite qui a été dans un autre truc, qui a été dispatchée à droite à gauche, le jeu des chaises musicales. Et elle a même eu l'audace et le culot de culpabiliser les parents et de menacer de porter plainte contre eux, parce qu'ils avaient défendu leur fils. Donc moi, je voudrais qu'on revoie cette mentalité-là, mais ça va nécessiter du travail. Ça va être très difficile, effectivement. Je rappelle juste que la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, c'est le 7 novembre. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, Nicolas, à finalement... alors, cette chaîne YouTube existait déjà, mais qu'est-ce qui vous a amené à vous tourner plus par vis-à-vis des interviews, à devenir un peu journaliste, parce que vous vous présentez comme un journaliste indépendant. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce changement? Plusieurs choses. Et en fait, j'allais dire, il y a plusieurs questions dans la question, il y a plusieurs réponses dans la réponse. Alors, je vais essayer d'être concis et simple. Alors déjà, la chaîne YouTube, je l'ai créée suite au fameux reportage donc sur le harcèlement scolaire qui a été supprimé il y a pas longtemps de ma chaîne. Ce reportage, et c'est là que, en fait, ça a été un parcours du combattant. C'est-à-dire que j'ai tourné le reportage au printemps 2012 et il devait être diffusé en septembre 2012 sur Énergie 12. Une chaîne qui a récemment disparu. Et à l'époque, il cherchait un présentateur, notamment Morandini. Donc finalement, vous avez échappé belle. Voilà. Vous l'avez échappé belle. Exactement. Voilà, comme quoi il n'y a pas de hasard des fois. Et ce reportage, eh bien, n'a vu le jour qu'en décembre 2017. Donc 5 ans après. 5 ans après. Voilà. J'ai jamais été prévenu de quoi que ce soit. Ça a été mis sur RMC Découverte. Donc en fait, le reportage est parce que c'était c'était une collaboration avec une boîte de production. Alors oui, c'était la société Télé Paris qui était venue chez moi, enfin en Normandie et en Dordogne puisque j'avais déménagé entre-temps. Et ce qui s'est passé, c'est que j'aurais dit voilà, le reportage il passe quand? Ils m'ont dit bah normalement en septembre 2012, il y a un reportage qui s'appelle Victime, qui est consacré à plusieurs types de profils de victimes. Donc il y avait un autre jeune qui devait faire aussi sur le harcèlement scolaire, et puis il y avait plusieurs facettes. Et ce reportage en septembre 2012 n'est jamais arrivé. J'ai essayé de contacter, j'ai plus jamais eu de nouvelles. Et là, je me suis dit, on s'est moqué de moi. Donc, j'ai senti qu'il y avait une forme d'abus de confiance. Et on m'a dit que c'était très fréquent à la télé, donc ça m'a rassuré, forcément. Et puis, un jour, j'étais dans mon ancien métier. Et aux alentours, je crois, du 13 décembre 2017, je m'en souviens très bien parce que j'avais Instagram à l'époque. Et j'ai un internaute qui m'a dit, vous passez à la télévision. Et là, je comprends pas. Et en fait, je vais sur RMC Découverte en direct et je vois le fameux reportage que j'avais jamais visionné avant, en plus, parce que j'avais aucune maquette, rien. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Et personne ne m'a prévenu. Donc c'est là qu'on voit la supercherie du truc. Et je me suis battu auprès de RMC pour récupérer le CD du reportage. Et je me suis dit, j'ai perdu 5 ans. Parce qu'au final, le reportage serait passé en septembre 2012. Moi, en plus, je faisais mon parcours littéraire, mes interventions. J'aurais pu avoir un support visuel pour sensibiliser les gens. Donc, en fait, à cause de ces gens-là, j'ai perdu 5 ans en quelque sorte. Mais j'ai créé ma chaîne YouTube à partir de ce reportage. Ensuite, j'ai fait quelques apparitions sur BFM Business, sur France 3, etc. Et pour la petite anecdote, à l'époque, pour se faire connaître sur le plan télévisuel, c'est très compliqué. Quand on n'a pas d'éditeur vraiment solide, le parcours éditorial, pour moi, il a été très compliqué parce que j'avais pas des bouquins politiquement corrects ou autres. Et puis, j'étais pas dans le sérail. Et Nicolas Vidal, que vous connaissez bien, de Putsch, avait une boîte de communication qui s'appelait Bestseller Consulting. Et en fait, on avait, en fonction d'un montant, eh bien, l'accès à 13 000 journalistes, etc. Voilà. Donc, j'ai utilisé ça. Donc, j'ai financé, en fait, la promotion de mon bouquin comme un attaché de presse. Et puis, j'ai eu BFM Business et notamment France 3 PACA. Donc ça, c'était en 2019 pour présenter un de mes ouvrages. Et puis, donc, je mettais mes apparitions sur ma chaîne YouTube comme ça. Donc, la chaîne était
très peu utilisé. J'avais 400, 500 abonnés tout au plus. Il y a eu la période Covid où là, ma chaîne YouTube était quasiment pas utilisée. Et puis, je vois durant le Covid, la plupart des gens que j'ai invités sur ma chaîne, qui faisaient des vidéos, que ce soit des avocats, des scientifiques, qui faisaient des interviews, etc. Et j'ai un proche qui a découvert un livre d'un auteur toulousain que je connaissais de nom sur Facebook, qui s'appelle Mathieu Biazotto. Il avait sorti en 2021 un ouvrage qui s'appelait La pelote de laine, et puis ensuite il a sorti La pelote bleue. Et c'est quelqu'un qui, durant le Covid, a eu un peu le même chemin que moi en 2020, c'est-à-dire que il désinfectait ses courses en rentrant, pendant le confinement. Ça a été des situations extrêmes. Et à un moment, il s'est arrêté et il a compris qu'on se foutait de lui. Il a dénoncé BlackRock, Pfizer, etc. Et j'ai lu son livre, en plus, qui était gratuit, en PDF. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Là, c'est plus de l'ordre de l'écrit et des bouquins. Il faudrait qu'on fasse une vidéo. Et en fait, j'avais vu Mathieu sur d'autres chaînes YouTube présenter son ouvrage. Alors, c'était fin 2022, début 2023. Et le contexte, c'est qu'on sortait du pass vaccinal. Donc, c'était une période où le Covid était pas tout à fait fini, mais on sortait des injonctions sanitaires plus ou moins. Et je me suis dit, allez, je vais tenter le coup. Je vais faire une vidéo avec lui. Alors, je savais même pas comment on faisait des vidéos. C'était pour dire, je pars de très loin, parce que StreamYard, je connaissais pas, à part Zoom un peu, mais la technique, c'est pas mon truc. Et je communique avec lui sur les réseaux sociaux. Et puis, il avait entendu parler de moi, on sympathise, et il me dit, bah ouais, si tu veux, on peut faire une émission. Je lui dis, mais tu t'y connais, parce que moi, je sais pas comment on fait une vidéo. Déjà, j'avais jamais interviewé vraiment, très très peu dans le journalisme quand j'étais stagiaire, à une certaine époque. Et donc, il m'explique tout. Et puis, on fait un premier test le 15 février et en fait, on avait déjà fait l'émission sans la faire. Et le 16 février, je fais ma première émission en direct, 2023. Et j'adore l'exercice. Je trouve ça super sympa. Ça me rappelait l'époque où j'étais moi-même interviewé, comme aujourd'hui avec vous. Et je me suis dit, mais j'ai envie d'ouvrir la boîte de Pandore. J'étais revenu sur X au moment où Elon Musk avait racheté X, Twitter. Et je me suis dit, tiens, il y a telle personne, il y a Stéphane Cuvelier, il y a un tel. Et en fait, j'étais comme dans Charlie et la chocolaterie. Je me suis dit, mais en fait, j'ai un magasin de jouets devant moi, entre guillemets, je choisis telle ou telle personne. Et à l'époque, je me suis dit, je ne fais pas de journalisme, j'anime simplement des émissions. Donc, je m'appelais pas journaliste indépendant. Je m'étais animateur d'émissions. Et là, j'ai cumulé les émissions. Alors, au départ, j'étais toujours dans mon ancien métier. Donc, je faisais ça 1 ou 2 fois la semaine en dilettante. Donc pendant 1 an, j'ai fait ça en dilettante. Et je suis passé de 500 à 10 000 abonnés en 1 an. Et en fait, pour moi, c'était tout bénef. Alors là, je vais peut-être en choquer certains, mais ça répondra à certaines critiques en même temps parce que je sais que je parle beaucoup. Mais j'ai été payé pour ça. C'est-à-dire qu'à Lascaux, j'étais guide touristique. Donc en fait, mon métier, c'était de parler pendant au moins 1 heure. Et même mes collègues parfois m'engueulaient parce que j'étais trop long dans mes présentations. Dans mes visites guidées, parce que quand je suis passionné, j'ai parfois fait des visites de 2h30 au lieu d'1 heure. Enfin, des trucs assez délirants. Et en fait, je ne voulais pas parler seul à seul face à une caméra. Alors, je sais que certains le font très bien, Alexis Poulain, Nicolas Vidal, etc. Et en fait, indirectement, l'invité me servait aussi de cobaye pour que je puisse m'adresser et me sentir moins seul. Alors, merci pour les invités, dis donc. Attention, Nicolas, attention à ce que vous dites. Au départ, c'était comme ça. Et puis, je me suis dit, non, mais finalement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a du débat, il y a de l'échange. Et j'ai vu ça un peu comme Bistro Liberté sur TVL. C'est-à-dire, c'est comme si on prenait un café et on discute, on échange. Et au final, j'ai changé ma vision là-dessus. Et puis, je me suis rendu compte que, au fur et à mesure, parler des ouvrages. Parce que, en fait, au départ, je présentais un ouvrage. C'était la première émission. Donc, je me suis dit, je voudrais faire un mélange de plusieurs concepts. Pour moi, une émission, ça doit être un mélange de C'est pas sorcier, de Il était une fois la vie, de La Grande Librairie, de Un livre un jour d'Olivier Barrault, par exemple. Voilà, c'est un mélange de tout ça. Donc, pour moi, je fais pas que du journalisme. Très éclectique, là. Hein. C'est vraiment... on est dans une époque où la polyvalence, c'est ce qui nous sauve. Donc, finalement, quand on est trop spécialisé d'un truc, si ce truc-là disparaît, on est perdu.
Et moi, j'ai toujours mon ancien métier, ça s'appelait médiateur polyvalent. Donc, il fallait que je sois polyvalent. Et donc, à partir de là, j'ai Mais c'est voulu pour cette développer. raison aussi, c'est pour cette raison que vous êtes attaché à toucher plusieurs thématiques, parce que finalement, Absolument. quand on regarde Ouais. votre chaîne, vous parlez à la fois de De science, santé, enfin, il y a tout, oui, bien sûr. tous les sujets sont abordés. Alors, la clé aussi, et c'est le conseil que je me suis fait plusieurs fois, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit comment vous avez fait pour réussir les émissions comme ça. Ben, je leur ai dit, moi, j'ai rien calculé. C'est parti vraiment de manière hasardeuse. Quand j'ai interviewé Mathieu Biasotto, je me suis dit, bon, je vais faire le test. Si au bout de 3 vidéos, je sens que ça décolle pas et que ça mène à rien, entre guillemets, ben, j'arrêterai. Et puis, ça a pris plus que ce que je pensais. Non seulement ça a pris, mais j'allais dire, j'ai pu imprimer mon propre style. J'ai pu aussi faire quelque chose qui me passionne, c'est la lecture. Et je me dois aussi d'être transparent avec les spectateurs, c'est que on a des services presse. Et recevoir des ouvrages, moi je dépensais facilement 1 à 2 SMIC par an en achat de livres. J'en avais facilement pour 1000 à 2000 euros d'achat de livres par an. Parce que je suis un très grand lecteur depuis quelques années. Je lisais entre 150 et 200 livres par an. Et je me suis dit là, c'est un rêve que je réalise. Euh, Tout connaître sur le monde, en tout cas un maximum de choses, avoir les personnes référentes qui sont spécialistes de leur sujet, et puis sortir aussi de ces préjugés, parce que mine de rien, j'avais des a priori sur certaines personnes parfois, et en discutant avec ces personnes-là, je me suis dit, mais en fait, ça n'a rien à voir avec la façon dont on nous les présente officiellement. Et donc, ça Comme m'a qui, permis... par exemple? Est-ce qu'il y avait justement, vous aviez Alors, des je lui sujets ai dit clivants, personnellement, des je vais en sujets dire un clivants, et seul. puis, oui, J'en dirai un seul, c'est Youssef Indy, par exemple. J'avais un a priori sur lui au départ. Youssef Euh, Indy qu'on salue, que je mais salue. c'est quelqu'un que j'estime beaucoup et il le sait. C'est quelqu'un que j'ai invité plusieurs fois. C'est parce que je vais être honnête, parce qu'au départ, je trouvais que ce que disait Zemmour sur certains sujets était très pertinent, notamment pour 2022. Et comme Youssef avait écrit sur l'autre Zemmour, je trouvais que c'était facile d'avoir des préjugés. Et puis j'ai lu le livre de Youssef et j'ai discuté avec lui. Et en interview, je lui en ai parlé d'ailleurs. Et je me suis dit, ah bah finalement, vu comme ça, et voilà. Donc c'est très intéressant parce qu'en fait, animer des émissions, lire les livres, et j'ai découvert qu'on n'était pas nombreux à lire les livres. Donc déjà, ça m'a surpris. Et j'ai souvent Bienvenue au dit, club, Nicolas, alors. Je vous bah ouais, félicite. ah ouais, mais Je vous écoutez, félicite. et ce qui s'est passé, c'est que on m'a dit, mais pourquoi tu dis pas que tu es journaliste? Bah, je dis, parce que j'anime des émissions. Bah, il dit, tu lis les livres, tu travailles tes sujets, tu poses des questions, tu prends des notes, et on m'a dit, mais c'est du journalisme que tu fais. Bah, je lui dis, ouais, mais je lui dis, je trouvais ça un peu présomptueux de me présenter journaliste. Je lui dis, ouais, mais j'ai pas de carte de presse. Et on m'a dit, mais quantité de journalistes n'ont pas de carte de presse. Et en fait, on m'a fait comprendre que ce que je faisais, c'était parfois plus que certains journalistes de cartes de presse et de télé, qui faisaient plus de la propagande et comment dire, de la presse d'opinion. Et en fait, c'est là que j'ai découvert la charte de Munich et que je me suis rendu compte que en la lisant, bah finalement, j'étais un peu dedans. Mais je dis, moi, c'est pas que du journalisme que je veux faire, c'est de l'éducation populaire. Et je pense que la première des choses, c'est de redonner un sens, ou un ou plusieurs sens, mais qui soient similaires à un seul et même mot, et qui font que ça éviterait, par exemple, quand quelqu'un dit je suis pas d'accord avec toi, ah bah t'es un complotiste. C'est quoi le rapport? Et alors, Je me suis pas fait injecter du Covid, t'es un anti-vax. C'est quoi le rapport? justement, Nicolas, en parlant de journalisme, est-ce que tu penses que, puisqu'on assiste quand même alors ça fait quelques années, ça fait quelques décennies d'ailleurs qu'on assiste à l'émergence de journalistes citoyens. Alors moi j'ai mon avis à ce sujet. Moi je suis journaliste, c'est ma formation, donc c'est vraiment un métier passion, on va dire. Et je vois bien que plusieurs journalistes comme ça émergent. Quel regard tu portes sur ce métier? Moi, c'est pas du tout une critique, parce que quand les choses sont bien faites, au contraire, j'apprécie. Tu vois, je trouve que déjà parmi les journalistes citoyens, beaucoup sont beaucoup plus compétents que les journalistes de plateau, déjà d'une.
Donc moi j'ai aucun voilà, j'ai pas d'animosité face à cette émergence là. Après, c'est vrai qu'il y a des limites. Il y en a certains. Non, non, mais je pense que comme tout métier de contact, de public et même entre guillemets de représentation, c'est un métier qui nécessite une certaine rigueur, une exigence et une discipline. Je vous donne un exemple très concret. J'ai reçu le livre de Pierre Jovanovic, comment dire, un peu tard, mais c'était pas de sa faute, hein, mais je me voyais mal le lire en 2 jours. Parce que j'avais prévu de faire une émission avec lui récemment, mais c'était trop juste pour moi. Et en plus, vu tout ce qu'il y a pu avoir comme polémique, et je l'ai vu quand vous en avez discuté avec lui et Youssef, je me suis dit, je vais attendre un peu parce que moi, je veux me concentrer sur le bouquin. Ce qui s'est passé pour lui avec la descente du GIPN, etc., c'est une chose. Mais moi, je voulais prendre le temps de lire le livre qui ne se lit pas comme un roman. Et je voulais prendre le temps de travailler le sujet. Et c'est peut-être une des premières fois vraiment que je fais ça. Il y a des livres qui sont faciles à lire parce qu'on connaît le sujet, on connaît les gens, etc. Mais pour parler d'un sujet comme 2008 ou d'autres sujets, par exemple le livre de Youssef, je l'ai lu en 2 heures parce que il est très bien écrit, il est très intéressant et en plus il est toujours d'actualité. Et je suis un grand lecteur, mais je ne veux pas faire n'importe quoi. Et j'ai des réflexes, j'allais dire, d'étudiant en droit que j'ai pu être quand je travaillais mes dissertations, mes documentaires de texte, mon vocabulaire. Et je pense que aujourd'hui, enfin moi, le plus beau compliment qu'on m'ait fait, si je puis dire, il y a 2 compliments. Il y en a un, c'est que certains me considèrent comme le successeur de Tepa, de Meta TV, qui pour moi était une des références. Et puis une autre, c'est me dire que j'avais une assez grande culture. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus exercer le journalisme si on n'en a aucune. Cette culture générale, c'est pas à l'école qu'on l'apprend. C'est-à-dire que si on est passionné de musique, de cinéma, de plein de choses, si on s'intéresse aux gens, si on s'intéresse à beaucoup de sujets, moi j'ai la chance d'avoir un public qui m'apporte les informations. C'est-à-dire que finalement, j'ai assez peu d'informations à aller chercher. Je vais la chercher sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que c'est facile. On tape sur X et on trouve plein de choses. Et encore, les algorithmes nous orientent. Attention, mais attention aussi, même en faisant ça, attention. Bien sûr, toujours bien sûr. Non, mais les informations je le dis sans honte parce que quand on voit comment l'AFP fonctionne et les médias traditionnels, honnêtement, j'allais dire, on n'a pas de leçon de morale à recevoir de ces gens-là. Par contre, ce que je sais, c'est que quand on discute au téléphone avec des gens qui veulent témoigner de thèmes très sensibles, il y en a un par-dessus tout que je ne connaissais pas et que j'ai découvert à mes dépens, c'est le harcèlement électromagnétique, la cybertorture. C'est quelque chose, voilà, parce que sur ma chaîne, vous l'avez vu, je traite aussi de thèmes de spiritualité. Il y en a peut-être pour l'instant un que j'ai pas traité, c'est sur l'ufologie que j'aimerais beaucoup. Faut que je trouve le temps, etc. Parce que quand c'est un sujet que je maîtrise pas, faut prendre le temps. Ça paraît bateau, mais l'actualité est tellement dense, on a une obésité de l'information que c'est difficile de trier. Et moi, je ne suis pas dans la concurrence avec mes confrères à sortir l'info en premier, etc. Je ne veux pas tomber dans ce truc-là, à la BFM ou à la CNews ou à la LCI. Moi, je fais des émissions qui sont beaucoup plus, entre guillemets, en recul. C'est-à-dire un peu comme des envoyés spéciaux, des compléments d'enquête pour la thématique et j'allais dire l'orientation de l'émission. C'est-à-dire, je fais pas du RTL. Je vais pas interrompre mes programmes pour intervenir tout de suite. Donc, en fait, le public a l'embarras du choix. C'est-à-dire qu'ils peuvent trouver chaussures à leurs pieds assez facilement. Et puis, le principe des rediffusions est très efficace puisque ça permet justement de pouvoir conjuguer l'ensemble. Et je passe beaucoup de temps aussi dans la semaine à écouter ce que disent les confrères, à suivre des reportages. Donc en fait, ça fait partie du travail. C'est pas seulement la lecture. S'il faut compter sur une semaine, c'est pas 35 heures qu'on y passe, c'est 70 quand on y pense. Eh oui, je dirais pas le contraire. Effectivement. Voilà, mais c'est un métier passion. C'est un métier passion et j'ai beaucoup de gens qui m'envoient des mails et j'essaye de faire en sorte de répondre à tout le monde. Ce qui surprend aussi. Ça, c'est aussi une particularité, c'est que les gens me disent « Ah bah merci de votre réactivité, je m'attendais pas à ce que vous répondiez ». Et ça, c'est un signal d'alarme. Ça veut dire aussi que les gens ont le sentiment de ne pas être suffisamment entendus, de ne pas être suffisamment lus et écoutés. Alors que, pour ma part, j'ai développé sur ma chaîne le concept de journalisme participatif. C'est-à-dire que ce sont les auditeurs qui font le média et ce sont les auditeurs qui financent le média. Parce que
Je ne sais pas si le financement était prévu dans l'entretien, la question, mais moi, je me suis fixé une ligne que je ne veux pas franchir, c'est que j'ai quitté un CDI en tant que guide touristique où j'étais pendant 7 ans. Donc j'avais aucun souci, j'avais un confort financier et j'ai pris le risque, parfois avec l'inquiétude de mes proches, de me dire attends, t'es en train de faire quelque chose sur ta chaîne qui dépasse tes espérances. Jamais j'aurais cru arriver aujourd'hui à plus de 50 000 abonnés. Pour moi, c'est de l'artisanat ce que je fais. Donc c'est un travail de longue haleine. C'est pas fulgurant, ça redescend pas aussi vite. Et c'est ce qui me plaît parce que quand ça monte trop vite, c'est pas bon. Souvent, ça redescend comme un soufflet. Et moi, c'est toujours progressif. Et je me suis dit, ce travail-là me prend plus de temps que mon métier actuel et m'intéresse plus que ce que je fais actuellement. Donc, je dois choisir. Soit je reste là où je suis, soit je pars. Je peux pas faire les deux. Je peux plus faire les deux. Et donc, j'ai décidé de, entre guillemets, de créer ma boîte, ma micro-entreprise, pour faire en sorte que seul le public finance mon travail. C'est-à-dire que s'il y a plus de financement, c'est terminé. Je meurs, entre guillemets. Je meurs professionnellement. Et donc, c'est le pari que je me suis fait, sans toucher de subvention de qui que ce soit. Voilà, moi je les refuse de toute manière. Et de me dire, j'avance comme ça, je propose des choses, je propose des concepts d'émissions. Et en fait, c'est un défi de tous les jours parce que finalement, c'est une exigence aussi. C'est-à-dire que quand les gens sentent que y a des choses, voilà, qualitatives, qu'ils apprécient, on sent qu'il y a un entrain. Quand parfois c'est plus stable, en fait, c'est un peu comme la bourse. Ça monte, ça descend, voilà, c'est toujours pareil. Et donc, pour moi, c'est extraordinaire parce que quand je me lève le matin, je ne sais pas comment l'émission du soir va se passer. Il peut tout arriver, surtout avec la censure actuelle, on a énormément d'instabilité. Mais moi, ce qui me touche le plus, c'est de voir que depuis un peu plus de 2 ans, il y a une fidélité du public et il y a aussi un accompagnement, un soutien moral et financier. Et puis, le fait de dire, certains m'écrivent même, de toute façon, où que vous soyez, on restera avec vous. Et ça, je pense que c'est la plus belle des récompenses. Oui, moi je confirme aussi que la plus belle des récompenses, c'est celle que nous donne le public et ça fait toujours chaud au cœur d'avoir leur message touchant. Est-ce que le fait de faire des émissions, alors vous êtes en direct tous les soirs quasiment de la semaine, hein, 4 soirs par semaine à 19h. Est-ce que le fait d'être en direct, c'est une manière pour vous de contourner la censure? Alors, je l'ai pas conçu comme ça au départ, très sincèrement, parce que quand j'ai commencé les vidéos, en fait, il y a 2 choses. La première, c'est que je me rends compte que les vidéos diffusées dans les conditions du direct, enfin diffusées sur la page d'accueil de la chaîne, elles sont moins vues. Alors, c'est pas que je recherche l'audimat à tout prix, mais je constate quand même que quand il n'y a pas de participation directe des auditeurs, ça n'a pas le même impact. Ensuite, quand on est en direct, on ne peut pas tricher. Et moi, je ne suis pas un tricheur. C'est-à-dire que j'aime la spontanéité, le naturel. Donc, je donne un exemple qui va parler à ceux qui ont vu l'émission. C'est l'émission en hommage à Claire Sévrac que j'ai faite au mois d'avril, qui a été peut-être une de mes plus belles réussites sur la chaîne, une de mes plus grandes fiertés aussi, parce que c'était pas n'importe qui, Claire Sévrac, et là, vendredi, je vais faire en hommage à Corinne Gouget. C'est pareil, je suis assez exigeant. Et en fait, dans l'émission avec Claire Sévrac, je dirais pas que j'ai failli pleurer, mais je me sentais tellement bien, tellement en osmose avec le public. On était quand même 6000 en direct. Je compare toujours ça à l'échelle d'une ville ou d'un village. Il faut imaginer que moi, dans ma ville, on est 8500 habitants. C'est comme si toute la ville s'était quasiment réunie pour nous entendre discuter. Voilà. Et en fait, au-delà du virtuel, pour moi, les gens ne sont pas que des chiffres. Et je l'ai constaté. J'ai été à la soirée il y a un peu plus d'1 an de géopolitique profonde. Et quand j'ai des gens qui m'ont reconnu et qui m'ont dit j'adore ce que vous faites, etc., machin, j'étais moi-même surpris parce que je m'y attendais pas et en fait c'était émouvant. J'ai trouvé ça, enfin ça m'a beaucoup touché et je me suis dit en fait ce que je le fais pas pour rien. Et c'est ça la plus grande satisfaction. Je déteste travailler pour rien. Ça c'est un truc que je supporte pas. Et donc pourquoi je fais du direct? Parce que j'aime que les gens puissent interagir tout de suite. Quand vous regardez une chaîne de télé, vous avez la télécommande, vous zappez, vous pouvez crier devant la télé, personne ne vous entend, vous pouvez pas réagir.
et en face, il y a pas de, il y a des gens dans la télé qui vous disent, bah les Français pensent que, ils s'octroient le droit de penser à notre place sans savoir ce qu'il en est réellement. Là, un invité peut aussi communiquer en direct avec les spectateurs. Ça, c'est génial. Je diffuse les questions. Par exemple, j'ai eu Philippe Imbert il y a pas très longtemps sur les parasites et à la fin de l'émission, il a répondu à des questions des auditeurs. Une forme de foire aux questions en direct. Quelqu'un qui le fait très bien aussi, c'est Pierre Hillard qui, quoi qu'on pense de lui, eh bien, prend le temps. Quand j'ai fait la 100e émission avec lui, c'était en février 2024. On a fait 5 heures de direct, ce qui est quand même énorme. Et pendant presque 3/4 d'heure, il a répondu à toutes les questions jusqu'à la dernière. Et pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça le journalisme d'aujourd'hui. Enfin, tel que je le conçois. C'est-à-dire qu'on peut faire 4 heures de direct. Et ben, il m'est arrivé d'avoir 2000 personnes pendant 4 heures. On a fait un hommage à Daniel Balavoine avec Jean Pernin. Et ben, pendant 4 heures, on a eu plus de 1500 personnes, tous supports confondus. Et ça, c'était génial. Et quand je ressors d'une émission comme ça, alors je suis épuisé, je suis rincé, parce que je me donne à 150%, je pousse des coups de gueule. En fait, les gens pensent que certains me critiquent sur le fait que je parle trop, que je monopolise la parole, etc. Oui, je le sais, parfois c'est la déformation professionnelle. Et je le faisais encore plus à mes débuts. Je me suis amélioré, en plus. Mais disons que les gens voient des robots à la télévision. Quand ils voient des animateurs télé, des journalistes qui posent des questions avec des éléments de langage, c'est pas des êtres humains qui parlent avec leur cœur et leur spontanéité. Ce sont des gens qui parlent avec le directeur de publication dessus, avec une oreillette en leur disant « Fais attention à ce que tu dis, etc. » Moi, j'ai pas ça. Il y a personne au-dessus de ma tête, à part le soleil, comme dirait Dieudonné. Donc, au final, si je fais une connerie, c'est pour ma pomme. Si je fais un truc de bien, c'est pour ma pomme aussi. Et j'ai les modérateurs qui m'accompagnent et qui font aussi un boulot remarquable. Et je tiens à leur rendre hommage ici parce que les modérateurs, ils en ont pris aussi plein la tête parce que certains les accusaient de censure, etc. Ma chaîne, elle a failli sauter 15 fois depuis le début. Elle a failli sauter 15 fois parce que quand vous traitez de sujets de pédocriminalité, de cybertorture, etc., il y a des mots que YouTube arrive aujourd'hui à censurer. Et donc, les modérateurs font ultra attention à ce que le public ne s'égare pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient que ma chaîne saute. Ben, je suis désolé de leur décevoir, ça n'arrivera pas. Ou en tout cas, si ça arrive, dans la minute, je vais faire comme Kate et je vais refonder ma chaîne. Et puis là, je contacte tous les confrères pour me soutenir. Mais c'est vrai que moi, ce qui me choque le plus par les temps qui courent, au-delà des émissions, c'est toute la répression d'État qui se produit en ce moment. On a parlé de Pierre Jovanovic, de Youssef Indy. J'ai aussi une pensée, bien sûr, puisque c'est tout frais, de Éric Denessé, qui Pareil, que je n'ai pas connu personnellement. Voilà, qui avait l'air d'être quelqu'un de bien. Le peu que j'ai entendu et que j'ai vu, enfin, en tout cas, il avait, c'est un homme, sans juger sur l'apparence, mais il avait l'air bon comme monsieur. Il avait l'air quelqu'un de gentil. Après, je ne le connaissais pas. Il avait surtout un discours très pragmatique. Ouais, tout à fait. Et puis, le juge général de la Loire, Stéphane Gaillet aussi, que je n'ai pas eu le plaisir de connaître. Et sur son compte Twitter, justement, juste avant de disparaître, juste avant de mourir, les dernières publications, c'était des partages de mes émissions. Donc ça m'a d'autant plus ému parce que je sentais que voilà, il suivait aussi mon travail. Et puis le général de la Ward ou encore j'en oublie, mais voilà. Oui, mais c'est très triste tout ça. Effectivement, c'est une accumulation là de faits très étranges qui n'annoncent rien de bon pour l'avenir. Et j'ai oublié de préciser, je ne suis pas suicidaire. Très important. Je suis apartisan et asyndical. Je n'ai aucun conflit d'intérêt, que ce soit avec Kate, le média en 442. Voilà, nous sommes confrères. Ensuite, je ne suis pas franc-maçon, ni membre du Rotary Club, du Lions Club, de la Table 700, de la Scientologie, de Bilderberg. Aucune organisation, tout simplement. Voilà, aucune organisation. Et je suis totalement responsable de mes propos et de mes actions. Voilà. C'est fou quand même d'avoir à énoncer tout ça. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas parce que ça va de soi. Et je trouve ça très triste d'avoir aujourd'hui. J'ai vu que Marcel avait fait un tweet justement dans ce sens en disant maintenant il va falloir qu'on redouble de vigilance et il va falloir qu'on dise que chacun d'entre nous annonce clairement qu'on n'a aucune envie suicidaire, aucune intention. Je vais vous expliquer pourquoi je le fais, parce que
Il y a eu deux choses. Moi, on me voit pas. Vous imaginez, moi, on ne me voit même pas. Voilà. Donc, je ne suis qu'une voix. Mais, mais quand même. Mais justement, Louis Fouché, quand il avait eu affaire à Morandini sur CNews, je me rappelle très bien, il avait dit, je précise que je ne suis pas payé par les labos pharmaceutiques, etc. Et j'ai trouvé ça bien parce que c'était pas habituel de comment dire, décliner ses conflits d'intérêts. Et la deuxième fois, c'est quand j'ai fait une émission avec Éric Morillo en février 2024 et que on est allé très loin dans la transparence. Il m'a même montré son salaire en direct dans l'émission avec ses activités sur TV Liberté notamment. Et je me suis dit, mais et les auditeurs m'ont partagé aussi. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer des émissions en disant que je suis indépendant, etc. Et il y a beaucoup de gens en fait qui regardent les émissions par rapport à ça. J'ai remarqué, ils m'ont dit, c'est très bien que vous le fassiez parce que on sait au moins à qui vous avez affaire et parce que en retour, j'ai eu des invités, je dirais pas qu'ils se sont fait griller, mais quand il s'agissait de parler de la franc-maçonnerie, eh bien certains ont dû avouer en direct qu'ils étaient francs-maçons ou qu'ils l'avaient été. Et donc le public n'a pas eu le même regard sur eux. Alors certains m'ont dit, vous les avez piégés, pas du tout, parce que en général, avant chaque émission, je demande s'il y a un sujet tabou pour l'invité. Moi, je veux pas parler de ma vie privée. C'est tout à fait mon droit, j'ai mon jardin secret, entre guillemets. Mais l'invité, il n'a pas envie que tel ou tel truc se sache parce que ça le concerne. Et c'est tout à fait normal. Du moment que je le sais avant l'émission, je fais pas de boulette, je fais pas de gaffe. Et puis, il y a eu un invité en particulier, je le citerai pas, mais je le respecte beaucoup. Je lui ai dit, est-ce que vous êtes franc-maçon? Il a mis 1 minute pour me répondre. Et il m'a dit, oui, je suis franc-maçon, au degré, etc. Et il a dû faire plusieurs vidéos auprès de ses abonnés pour expliquer. Et certains m'ont dit, ouais, c'est bien, vous l'avez piégé. Mais je dis non, je lui ai posé une question. Après, je suis désolé si ça l'a mis dans l'embarras. Moi, j'ai pas de tabou avec ça. Parce que franc-maçon, j'ai expliqué dans certaines émissions pourquoi j'avais été au Rotary Club quand j'étais étudiant en droit à l'époque. J'étais pas conscient de ce que c'était. J'ai vraiment cru naïvement que c'était quelque chose d'altruiste et de philanthropique. J'en suis sorti, j'y retournerai plus. Mais, hormis ça, mais je pense que aujourd'hui aussi, dans nos émissions, moi, je me l'impose à moi-même et je l'impose à mon invité. Après, chacun fait comme il veut. Mais la transparence fait partie des exigences du public. Et je pense que comme on est dans une période où la confiance a été totalement détruite avec le Covid, il n'y aurait pas eu le Covid, on n'en serait pas là, je pense. Mais quand on a eu des ministres qui se sont targués d'être totalement indépendants alors qu'ils étaient payés par Big Pharma, des médecins de plateau qui reviennent aujourd'hui pour nous dire, pour nous parler du conflit en Ukraine, pour nous parler de Gaza, alors qu'ils y connaissent rien, ce qu'on appelle les ultra-crépidarianistes, eh bien, je me dis, moi, je vais pas faire 15 lièvres à la fois. Je reste dans mon corps de métier. Quand on m'a déjà invité pour commenter sur des sujets, ça m'intéresse pas. Je suis pas commentateur politique, je suis pas éditorialiste. Là, en interview, je réponds sur ce que je peux penser de telle ou telle chose. Mais j'allais dire, j'ai pas envie de pour moi, c'est de la perte de temps. Je laisse ça à d'autres qui le font mieux que moi. Lire les bouquins, déjà, c'est un temps énorme. Regarder les reportages. Et puis après, dans mes émissions, parfois, je distille quelques moments d'édito. En fait, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que je vais pas faire une vidéo éditorialiste. Je vais faire dans des digressions avec mon invité, je vais faire une parenthèse, je vais expliquer telle chose. En fait, je fais un mélange de tout ça, mais imbriqué dans une seule émission. Comme ça permet de faire passer des messages tout en, j'allais dire, gagnant du temps. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu énorme. Après, c'est bien de multiplier les styles. Voilà, vous avez votre propre style, vous avez conçu vos propres émissions, et je trouve que c'est tout à votre honneur aussi. Est-ce que vous avez eu des invités, enfin lancer des invitations comme ça et que certaines personnes refusent de venir chez vous, peut-être parce que vous êtes un peu trop transparent, justement? Alors, sans donner de nom, hein, sans donner de nom, parce qu'on ne va pas se fâcher avec les gens. Alors, ouais, j'en ai eu un. C'est mon député en fait. Donc, c'est mon député. Comment dire 3 jours avant, son équipe me dit Monsieur le député ne veut pas faire l'émission. Après, c'est rare, mais ce sont surtout malheureusement les gens de gauche. Les politiques. Pas que. En fait, j'ai appris récemment que ce qui se disait sur moi, c'est que j'étais d'extrême droite. Bon, c'est pas nouveau. Ça fait 20 ans que je suis d'extrême droite pour les gens. Nous aussi. Enfin, moi aussi. Même en 6e, j'étais d'extrême droite. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, en 2002, il y avait Jean-Marie Le Pen
et Chirac. Et à l'époque, tout le monde était pour Chirac, et celui qui disait rien, mathématiquement, était pour Jean-Marie Le Pen. Donc forcément, moi, comme je voulais pas faire de politique à l'école, voilà. Mais non, en fait, je vais vous expliquer un truc, parce que ça n'a pas été forcément compris par tous, et j'ai eu des refus ensuite par rapport à ça. C'est que l'année dernière, j'ai eu des gens qui qui ont abusé de ma confiance. Je m'explique. C'est-à-dire que je fais une émission avec quelqu'un et 2 mois après, ils me demandent de supprimer l'émission parce qu'ils n'assument pas leurs propos, etc. Et j'ai été trop gentil parce que j'ai accepté sur certains points. Et en fin d'année dernière, il y a eu la fois de trop. Et là, je me suis dit, avant chaque émission, je vais faire signer une attestation sur l'honneur à la personne, que ce soit elle ou moi qui lui propose une émission. Pourquoi ? Parce que la personne, elle s'engage à respecter ses propos et à ne pas me faire supprimer l'émission par la suite. J'ai été obligé d'en arriver là. Et je préfère que les choses soient claires parce que... Après, normalement, la loi sur le droit à l'image a changé. Donc, à partir du moment où la personne consent à venir se présenter face caméra, normalement, vous avez les droits. Normalement. En coulisses, ça peut être beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Mais je sais, des anecdotes aussi. Hein, et donc, mais je suis allé plus loin. Je suis allé plus loin. C'est-à-dire qu'il y a la question du droit à l'image. Et puis parfois, j'ai même eu du harcèlement par mail de la part de certaines personnes qui voulaient en fait invectiver un invité que j'avais reçu. Et donc, j'ai dit maintenant, celui qui refuse de signer l'attestation, il n'y aura pas d'émission. Et donc, il y avait des gens qui venaient sur ma chaîne régulièrement. Je ne citerai pas qui, mais notamment des gens avec qui on faisait non, mais moi, je suis pas fâché contre eux. Mais simplement, j'ai dit non. Parce que je ne fais pas de favoritisme, c'est-à-dire que je ne veux pas privilégier le copain, le coquin, je ne veux pas faire du macronisme en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est tout le monde à la même enseigne, personne. Certains le comprennent très bien, d'autres le comprennent pas du tout, en disant ouais mais dans le journalisme ça se fait jamais, etc. Je dis oui, mais moi je suis sur ma chaîne YouTube, je prends des risques, je n'ai pas de service juridique, c'est-à-dire que s'il y en a un qui veut m'attaquer pour diffamation ou quoi que ce soit, c'est pas évident. Donc je prends. C'est un peu comme quand vous êtes à la maison, vous n'avez pas envie de recevoir tout le monde à la fois. Vous sélectionnez. Et ben là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que je pose mes conditions. Moi je lis les bouquins, je promeus la personne et voilà, c'est donnant, c'est un engagement. Enfin c'est pas non plus la mer à boire. Moi quand j'ai fait mon reportage sur le harcèlement, j'ai signé 4 pages de contrat pour un reportage qui n'est jamais passé sur la chaîne et qui est apparu 5 ans après sans que je le sache. Donc là, et depuis que je fais ça, mais ça va 100 fois mieux. J'ai beaucoup moins de problèmes, ça se passe très bien, et même, j'allais dire, ça a rehaussé en plus la qualité des émissions, et j'allais dire, je regrette simplement de ne pas l'avoir fait plus tôt. Il y a des gens qui m'ont dit, vous auriez dû le faire plus tôt. Mais voilà, parce que j'ai voulu non pas faire plaisir, mais inviter des gens qui étaient marginalisés, etc. Et il y en a qui m'ont littéralement craché à la gueule a posteriori. J'ai un minimum de respect, mais il faut que ce soit réciproque, simplement. Moi, quand j'invite quelqu'un, je consacre mon temps de travail à cette personne en direct, parfois pendant des heures. Bien sûr. Et je n'accepte pas qu'on me calomnie a posteriori, surtout quand ça se fait parfois dans des vidéos a posteriori. Et j'apprends ça par des internautes. C'est-à-dire que moi, je le ferai pas. J'ai eu un minimum d'éducation. Si je veux régler mes comptes, c'est en privé et pas laver mon linge sale en public. Et le problème, c'est que certains ont besoin de faire du buzz. Parfois, ça leur rapporte de l'argent. Moi, j'ai jamais monétisé ma chaîne YouTube. Je le précise. C'est un choix personnel que j'ai fait. Déjà parce que je vois que sans la monétisation, la censure, elle est énorme. Alors, avec la monétisation, eh bien, en fait, je pourrais plus parler quasiment, ou en tout cas beaucoup moins. Donc, je ne monétise pas. Il y a que ma cagnotte Tipeee, que le déstockage de mes ouvrages derrière et la voie postale, c'est tout. Et donc à partir de là, je considère que je fais en sorte que le public ait une émission de qualité avec des gens qui, au maximum, puissent parler en toute liberté, parce que ça, c'est ce que je leur dis aussi, j'ai une exigence envers eux, c'est aucune autocensure. C'est-à-dire que vous parlez comme si vous étiez sur un plateau télé des années 80, comme si vous aviez un Coluche, un Desproges, un Gainsbourg à la rigueur. Moi, j'ai fait les émissions au départ pour ça. J'ai pas envie qu'on fasse attention aux mots qu'on emploie, qu'on soit politiquement correct, sinon ça n'a aucun intérêt. Enfin, pour moi, ça n'en a pas. Alors parfois, c'est vrai que je peux être vulgaire. Je suis pas vulgaire de nature, mais
C'est vrai que quand on a un président de la République qui veut emmerder les Français, qui parle comme un charretier, ça a beaucoup fait baisser le niveau. Donc c'est vrai qu'il est difficile de remettre du niveau après ça. Mais en tout cas, moi je dis aux invités, même quand ce sont des tables rondes, vous aurez le temps de parler, vous aurez le temps de débattre, vous aurez le temps de discuter, mais ne vous autocensurez pas. Parlez avec votre cœur, quitte à tomber dans la grossièreté parfois, parce que ça fait du bien. Et la meilleure des réponses que j'ai pu avoir, ce sont des gens qui m'ont confié des choses qu'ils n'avaient jamais confiées à quiconque, qui racontent parfois des histoires difficiles et qui après me disent bah écoute, c'est génial parce que j'ai pu m'exprimer comme rarement je l'ai fait. Voilà, pour moi c'est une émission réussie. Pour terminer, Nicolas, quel regard vous portez sur les médias alternatifs et notamment l'avenir de toutes ces nouvelles plateformes là qui ont émergé? Alors, quel regard je porte sur les médias alternatifs? Alors déjà, encore une fois, qu'est-ce que c'est que l'alternatif? Le but, je pense, d'un média alternatif, c'est de ne pas reproduire ce qui se fait dans le média traditionnel. Sinon, il serait média traditionnel. Ça peut paraître idiot, mais ça tombe sous le sens. Et un confrère, Mike Borowski, pour ne pas le citer, posait cette question-là récemment sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que c'est intéressant qu'on me pose la question. Et j'ai peur que... je salue Mike, d'ailleurs. Je le salue, alors. Et j'ai peur que parfois, que ce soit consciemment ou inconsciemment, et je me prends dedans aussi, hein, qu'on retombe un peu trop facilement dans le côté mainstream et le côté média du système sans nous en rendre compte. C'est pour ça que, pour moi, la meilleure manière de se démarquer, c'est d'être transparent sur les liens d'intérêt, chose qu'une Léa Salamé ou qu'un autre présentateur télé ne fera jamais. Ensuite, de poser des questions qui puissent fâcher. Moi, les questions que je préfère poser, c'est celles qui fâchent. Pouvoir parler de sujets qui dérangent, le harcèlement électromagnétique, la pédocriminalité, la cybertorture. Moi, mes émissions, c'est pas des règlements de compte. Je fais pas du Hanouna. Donc, un tel qui me dit, ouais, un tel, machin, tout ça. Moi, les querelles internes, mais déjà, ça m'emmerde à un point, mais inimaginable. Ensuite, moi, je suis pas arbitre. Et je tiens à le rappeler ici, un journaliste n'est pas juge, n'est pas arbitre, n'est pas magistrat, n'est pas procureur. Et quand il y a des affaires suite à des films ou suite à des situations polémiques où un tel veut se battre avec un tel, je dis, oh, c'est pas parce que j'ai reçu telle personne que je suis contre l'autre personne. Moi, je suis pas pro ou anti. Je vais faire une émission sur Gaza avec Ali Benziane. Je vais pas dire, alors je suis pour la Palestine, je suis contre Israël, etc. C'est pas mon rôle. Parce que souvent, le problème, c'est que les gens ne savent plus ce que c'est que le journalisme. Tellement ils ont été mal habitués avec le journalisme actuel. Ils ont l'habitude de la propagande, à prendre parti et à être binaire. Et donc, de ce fait, on n'a plus l'habitude de comprendre qu'un journaliste n'est pas neutre, parce que ça n'existe pas, mais qu'il doit être impartial. C'est-à-dire qu'il doit aussi bien parler des uns que des autres. Et ça, on a tendance à l'oublier. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit qu'ils étaient pour Israël, dans certaines émissions. Bon, ils ont eu des critiques, mais je les ai laissés parler. Et puis, il y en a d'autres, voilà. Et forcément, les médias alternatifs aujourd'hui, il y a des médias d'opinion. Voilà, ça fait partie du jeu. Moi, ce que je crains le plus, c'est que ce soit des médias mainstream qui s'ignorent. Et sur certains sujets, je suis d'accord, sur certains sujets, je suis pas d'accord. Je pense que les médias alternatif et indépendant, parce que pour moi c'est important, ça va de pair. Si un média alternatif est subventionné par le système, c'est pas un média alternatif. Si un média alternatif, il fonctionne entre guillemets comme moi, c'est-à-dire uniquement avec les dons, je crois que c'est le cas de TVL par exemple, et même d'autres comme Nexus, etc., alors on est en bonne voie. Parce qu'il y a de moins en moins de gens qui regardent la télé, à part les seniors, et encore quelques classes d'âge, mais l'avenir, j'allais pas dire l'avenir c'est nous, ça fait un peu présomptueux, mais l'avenir c'est de toute façon c'est la guerre de l'information que nous avons. Donc par contre, je pense que en fait la question elle est assez générale. C'est difficile de répondre en 3 phrases, mais en fait notre comportement sera l'illustration de notre avenir. C'est-à-dire que si nous nous comportons comme les journalistes du système, alors nous n'avons pas d'avenir. Mais si nous nous comportons comme des gens qui prennent de la hauteur de vue,
qui ne réagissent pas émotionnellement à la dernière fusillade, au dernier attentat, au dernier coup de couteau, à la dernière déclaration de Macron, parce que ça, c'est le problème. Moi, je ne réagirai pas à Macron qui est allé au Groenland. À vrai dire, j'en ai plus rien à faire. De toute façon, Macron n'est pas mon président. Jamais. Pour moi, il n'a jamais été légitime. Il a été placé pour détruire. Point. Il n'a jamais été mon président. Ce système politique n'est plus le mien depuis longtemps. C'est pour ça que je me suis jamais engagé publiquement en politique. Et pourtant, j'en ai eu des centaines depuis 10 ans de demandes et je leur ai dit, mais pour faire quoi? Pour faire la même chose qu'un tel? Pour rester dans l'Union européenne? Pour faire quoi? Non. J'ai certains invités politiques que j'ai voulu recevoir, j'ai jamais eu de réponse parce que j'avais pas assez d'abonnés. Et c'est ça qui me désole aussi. C'est-à-dire qu'en fait, certains ne viennent que sur le plateau en fonction du nombre d'abonnés. Alors qu'avec 50 000 abonnés, on peut faire déjà beaucoup d'écho. Il n'y a pas besoin d'être 500 000. Hein. Il y a des chaînes qui ont parfois des centaines de milliers et où je fais presque autant d'audimat que sur une seule soirée. C'est pas pour me comparer, mais je trouve ça idiot de voir que les chiffres. Pour moi, c'est la qualité qui prime avant la quantité. Et c'est ça que beaucoup n'ont pas compris. Et c'est pour ça que cette phrase d'Eleanor Roosevelt, je la garde en mémoire, parce que elle disait « Les grands esprits parlent des idées, les esprits moyens parlent des événements et les esprits médiocres parlent des gens. » Et comme je déteste la médiocrité, eh bien, j'espère pouvoir, à mon humble niveau, avec les invités que je reçois, parler des vrais sujets. Pour moi, les sujets importants du moment, c'est l'euthanasie, c'est notamment l'éducation à la sexualité. J'ai reçu Marion Sigaud récemment parce que pour moi, c'est ça le journalisme. C'est que le maximum de gens soient informés de ce qui se passe en coulisses sans que on soit informé. J'ai des projets, je vous en partage un petit bout parce que pour l'année prochaine, en 2026, je voudrais faire une émission spéciale qui s'appellerait le Panthéon des alerteurs. C'est-à-dire de faire une sorte d'émission hommage à tous les alerteurs que j'ai pu évoquer sur ma chaîne, des Claire Sévrac, des Tepa, etc. Et puis d'associer les alerteurs actuels aux alerteurs disparus. Des Stéphanie Gibault, d'autres personnes. Et puis, pourquoi pas quelqu'un qui connaît Rainer Fulmich, qui pourrait nous témoigner ça. Voilà, donc c'est un gros projet, mais pour moi, c'est ça le plus important. Et justement, pour moi, les médias alternatifs, ils ont de l'avenir dès lors qu'ils se ressentent vers les vrais sujets d'actualité, c'est-à-dire à la fois parler de ce qui se passe dans notre monde, mais surtout en France. Moi, des émissions, j'ai pu écouter des émissions sur les enfants SDF. Pour moi, c'est un vrai sujet, les enfants SDF. On a combien de gens dans la rue aujourd'hui? On a combien de gens qui sont mal logés? Pour moi, c'est pas que je m'intéresse pas au monde entier, mais déjà, en France, il y a tellement de misère, tellement de soucis, tellement de problèmes. Il y a de quoi faire pour tous les médias alternatifs. Et donc, ce qui est bien, c'est que il y a surtout assez de pluralité. Moi, je suis abonné à peut-être une dizaine de confrères au total. Mais ce que je veux éviter, c'est qu'on fasse du copier-coller chacun. En fait, qu'on reproduise ce que fait l'AFP. Et parfois, ça arrive inconsciemment. Tiens, Macron, il a fait ça. Il y a 10 médias alternatifs qui en parlent. Bah, moi, j'en parlerai pas. Non pas pour dire, moi, je suis pas comme vous, mais simplement pour dire comment je peux aborder les choses autrement. Un sujet, et j'arrête là, sur l'affaire Trogneux. On m'a demandé plusieurs fois de traiter l'affaire Trogneux. J'ai pas envie de traiter l'affaire Trogneux. Pas comme ça. Parce que moi, ma chaîne YouTube, je l'ai pas, quand j'ai commencé les émissions, j'ai commencé à parler des personnels suspendus, etc. Je n'allais pas parler de la bite à Brigitte. Ça m'intéresse pas. C'est pas le côté closer Paris Match. J'ai jamais voulu bosser pour ces torchons. C'est pas maintenant que je vais commencer. Par contre, j'ai fait une émission là-dessus. C'était avec François d'Angléan et Maud Marian sur le côté juridique. Ça, pour moi, c'est plus pertinent. Parce qu'il y a déjà 15 médias alternatifs qui vont parler de est-ce que Brigitte, c'est une femme ou un homme? Par contre, ce que l'on sait, c'est que il y a un truc qui est pas normal dans ce couple-là, si avec ça encore, mais c'est que dans nos écoles, la propagande idéologique LGBT, l'éducation à la sexualité, etc., c'est indirectement lié aussi aux mœurs de nos politiques au plus haut sommet de l'État. Je préfère traiter l'affaire sous cet angle-là. En fait, je préfère passer par toutes les ramifications qu'on a évitées. Et encore une fois. Après, Nicolas, c'est aussi votre choix et votre choix de ligne éditoriale en réalité. Voilà. Et je pense que les autres médias, voilà, chacun a sa ligne éditoriale et je pense que le gâteau aussi est assez grand pour tout le monde, pour qu'on puisse chacun avoir sa part de ce gâteau. Et mais ce qui est intéressant, c'est que je trouve que c'est bien parce que encore aujourd'hui, il y a de la place. C'est-à-dire que, entre guillemets,
je pensais arriver dans un secteur, quand j'ai commencé les émissions, qui était déjà bouché. Parce que vous me parliez des écoles de journalisme. J'ai été tenté d'en faire une il y a une dizaine d'années. D'ailleurs, Philippe Lefay, qui était quand même le présentateur des Mots de minuit sur France 2, m'avait conseillé l'IJBA de Lille, de Bordeaux, ou alors l'ESJ de Lille, je crois. Et en fait, c'est tellement sélectif, et je me suis rendu compte à quel point il y avait une lobotomisation des esprits par rapport à ça. Et quand on voit aujourd'hui, et ça a été discuté sur TVL l'autre jour, et j'ai trouvé ça intéressant comme débat, sur le rachat d'écoles de journalisme par les oligarques, pour moi, c'est rédhibitoire. Un oligarque qui investit dans un média, c'est un média d'influence, et donc la liberté d'expression, elle est foutue. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de 2 heures de débat pour comprendre que aujourd'hui, pour parler librement, faut être à la fois intellectuellement indépendant et financièrement indépendant. Si j'étais payé par, je dis n'importe quoi, par le Kremlin, par le Qatar, par Israël, etc., je pourrais pas parler du conflit israélo-palestinien de manière libre. C'est logique. Bien sûr, bien sûr, Voilà. bien sûr. C'est pour ça qu'on assiste vraiment on va assister à un changement, en fait, de paradigme, et on va assister même au niveau de vous parliez de guerre d'information. Je pense on a parlé de guerre d'information au tout début. Et ben, on est en train d'assister à ça, et avec, notamment cette nouvelle vague de journalistes citoyens, on peut le dire, vous êtes un peu moins lobotomisés que les journalistes de formation, parce que nous, on a un peu les codes, effectivement, on a un peu les codes mais dans c'est le phrasé, dans le... C'est à la fois je pense, ma plus grande force et ma plus grande faiblesse. C'est-à-dire qu'on peut me reprocher de pas avoir de carte de presse, de pas être un vrai journaliste. Et je l'accepte. D'ailleurs, c'est à force d'entendre des gens me dire « mais vous êtes journaliste » que j'ai fini par mettre le titre de journaliste indépendant. J'ai bien précisé. Et quand j'en parle autour de moi, on me dit « mais vous travaillez pour qui ?» Je travaille pour moi. Parce que souvent... Alors, je vous avoue quelque chose. Moi, j'ai la carte de presse, parce que quand on vous attribue votre carte de presse, c'est un numéro qu'on vous donne à vie. Vous avez un numéro à vie. Mais elle n'a pas été renouvelée. Depuis que je suis sur le Média Enquête 4.2, on me la refuse. Mais ça n'enlève en rien que, voilà, ça n'enlève en rien. Mais voilà, en tout cas, ce qui est important, c'est de se rappeler que moi, pour finir cette émission, ce que je voudrais vraiment dire, c'est déjà un grand merci. Que ce soit à vous, les confrères, qui m'avaient aussi accueilli indirectement, parce que moi, je suis arrivé de nulle part là-dessus. J'avais un parcours littéraire, mais qui n'était pas dans le média alternatif, qui était dans les médias traditionnels. Donc, j'ai l'expérience et donc l'aptitude à avoir vu les deux pans. C'est-à-dire que j'ai même été en Suisse faire de la télévision à la RTS. D'ailleurs, j'ai rencontré Darius Rochebain à l'époque. C'était en 2015. Et en fait, j'ai vu l'évolution des médias. J'ai même rencontré Le Chypre à BFM Business. C'était avant le Covid. Quand j'ai vu son comportement, moi, j'ai vu BFM Business de l'intérieur. C'est du copinage, mais il n'y a pas besoin de taper sur le RN. Je connais aussi. Le RN, il est aussi... Voilà, c'est ça. Non, mais c'est important. Les gens n'ont pas conscience des relations entre guillemets incestueuses et copinage entre politique, journalistes, etc. Moi, je l'ai vu de près. Et donc, étant donné que je suis passé de l'autre côté, en quelque sorte, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que il y a quand même une forme d'ouverture à tout cela. Ça a été beaucoup de travail pour en arriver là. J'aurais pu mettre 10 ans. Déjà, en 2 ans, je me suis fait une certaine place. Mais quand on me demande pourquoi, c'est parce que c'est la polyvalence qui a permis ça. C'est-à-dire que je parle aussi bien de livres, et vous en parliez tout à l'heure, c'est généraliste. C'est-à-dire qu'un jour, je peux traiter du conflit ukrainien, le lendemain, je peux parler de l'éducation à la sexualité, le surlendemain, je peux parler des personnels suspendus. J'ai jamais le même thème tous les jours. Aujourd'hui, les gens ont une soif d'apprendre, de réapprendre et d'être réinformés, d'apprendre à désapprendre. Faire des conférences sur la Révolution française, c'est quelque chose qui est extraordinaire. De pouvoir faire des soirées spéciales en hommage à telle ou telle personne, ou des sujets de société. Et voilà pourquoi les différents concepts d'émissions qu'on a pu connaître dans notre enfance ou dans les médias traditionnels, moi, c'est ça qui m'a nourri pour pouvoir le redispatcher au plus grand public. Eh bien, merci Nicolas. Merci en tout cas d'avoir été mon invité. J'espère que, en tout cas, les spectateurs qui me suivent, vous connaîtront un peu mieux. Voilà, on a eu une idée de ce que vous faites et pourquoi surtout. Et puis, j'ai envie de vous souhaiter bonne continuation surtout. Mais merci et longue vie à la chaîne YouTube Kate TV. Merci Nicolas. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt d'ailleurs. À grand plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis.
Merci, au revoir. Au revoir.